Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, attachement, pulsion, refoulement. Le vocabulaire de la psychologie et de la psychanalyse est omniprésent sur bien des sujets de parentalité. On le décode aujourd'hui avec Nathalie Dequernier. Elle est l'invitée du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, on réveille notre culture générale cette semaine en physique-chimie. Question du jour, les nuages sont-ils gazeux ou liquide? Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec PhysiGeeks, c'est son nom sur les réseaux. Dans la vraie vie, il s'appelle Romain Rennes. Enfin, notre rendez-vous hebdomadaire avec Célie Luton sur les rayons de la librairie. Aujourd'hui, 3 livres coup de cœur pour les enfants et les adolescents. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Nathalie Dequernier, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes psychologue clinicienne, psychanalyste et psychothérapeute, maîtresse de conférences à l'université Paris-Nanterre et vous publiez aux éditions Duno la 2e édition, c'est un classique, de votre psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. Alors on ne va pas se mentir, c'est un ouvrage expert, il est plutôt désigné, c'est ce que je me suis dit en le lisant, aux étudiantes ou aux étudiants, voire à vos collègues, mais si vous voulez bien vous mettre à la portée du profane que je suis, on va en profiter pour réviser avec vous les bases, parce qu'on croise dans votre livre plein de mots, plein de notions que l'on manie régulièrement sur ce plateau quand on parle de l'éducation des enfants. Alors déjà, un tout petit mot de l'organisation même du livre. Vous avez organisé cela en 3 parties. Il y a les débuts de l'enfance, la période de latence et l'adolescence. Alors, le début de l'enfance, ça va de la naissance à quoi ? Alors, il n'y a pas vraiment d'âge très précis, mais c'est, oui, le début de la puberté, enfin, juste avant la puberté. Période de latence ? Période de latence, c'est ça, et juste avant la puberté. Donc l'enfance, quoi, c'est 0,6 ? Oui. Ensuite, c'est en gros à partir de ce qu'on appelle l'âge de raison dans le langage grand public. C'est moi qui... Non, je vous en prie. Oui, donc effectivement, le début de l'enfance, c'est jusqu'à la période de latence, donc... L'entrée à l'école est vraiment l'investissement de l'apprentissage scolaire. Et ensuite, l'adolescence, et on en parlera à la fin, on ne sait pas très bien quand ça se termine. Le premier des mots sur lequel je voulais revenir, c'est le mot de pulsion, qui est une notion de base pour qualifier ce que vous appelez le moteur de notre fonctionnement psychique. Qu'est-ce qui distingue la pulsion humaine, par exemple, de l'instinct animal? Parce que ce n'est pas la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. La pulsion, c'est finalement une interface entre les sensations corporelles, somatiques, et ce qui va être traité par le psychisme. Donc c'est vraiment ce que le psychisme va pouvoir faire de ce que l'on ressent, des instincts. Et c'est là que l'humain va se démarquer, justement, et aller au-delà du purement instinctuel. Et ce psychisme, il est fait de plein de choses. Alors, il est fait de biologie, il est fait de connexions neuronales, mais il est aussi fait de tout ce qu'on acquiert d'un passé, d'une éducation. Il est très composite, c'est ça ? Oui, il est très composite. C'est aussi un héritage au contact de l'environnement dans lequel nous grandissons et de toutes les transmissions transgénérationnelles et de toutes les nourritures affectives que l'on reçoit. C'est pour ça qu'il est très étroitement lié à l'attachement qui va se développer avec les adultes qui prennent soin de nous. Et alors cet attachement, je veux bien qu'on y revienne, parce que ça aussi, on en parle très fréquemment, alors on l'évacue très souvent. Oui, l'importance de l'attachement. En fait, on nous en parle souvent en négatif, puisqu'on nous explique que lorsque ce besoin n'est pas comblé correctement chez le bébé, ça va avoir des conséquences plus tard. Oui, c'est vrai que les premiers liens sont décisifs. Ça ne veut pas dire que quand on a subi des carences, que tout est irrémédiable. Il y a toujours moyen après d'y revenir. Et c'est là justement l'intérêt d'un travail psychique qui prenne en compte aussi la dimension inconsciente et pas seulement la dimension symptomatique et consciente. Mais... les nourritures affectives et attachentales sont aussi importantes que les nourritures physiques. C'est une théorie, cette théorie de l'attachement. Alors on cite souvent Bowlby. Moi, j'ai découvert en vous lisant qu'il y avait carrément des expériences qui avaient été menées, quasiment en laboratoire, notamment par un certain Ainsworth. Racontez-nous comment il s'y est pris pour prouver que ça existait, cette notion d'attachement. Effectivement, donc il a remarqué que les bébés qui étaient délaissés et dont on ne s'occupait pas pouvaient véritablement développer des troubles et qu'ils en étaient fort désorganisés. Et que le retour de l'adulte qui s'absente ne va pas donner lieu au même type de réaction qu'un bébé qui est suffisamment étayé, solide. Solide et qui a bénéficié d'attachements sûrs. Et pour ça, mais c'est juste pour vous montrer que tout ça, c'est pas juste de l'ordre de la théorie. Il y avait des bébés, des nourrissons
plus ou moins, dont on savait qu'ils avaient eu un passé plus ou moins, je ne sais pas comment l'appeler, enveloppant, oui, alors c'est vrai sympathique. C'est difficile. Et ils faisaient rentrer, sortir des adultes et on observe les bébés, on regarde si le bébé pleure, c'est qu'il y a un problème, s'il est content, c'est que... Exactement, voilà. donc c'est vrai que c'est difficile d'imaginer qu'on puisse vraiment faire ce genre d'expérience sur des bébés, mais c'est ce qui a permis de découvrir qu'il y a ces réactions différentes et que la façon dont l'adulte traite l'enfant n'est pas anodine. De la qualité de ces liens d'attachement dépend de la manière dont l'enfant, l'adolescent et même l'adulte vivront par la suite un tas de choses, notamment les séparations, la façon dont ils vivront les relations avec les autres. Il y a vraiment un continuum entre ce qu'on avait vécu, alors vous dites que ça peut un peu se corriger, intérêt du travail psychique, mais sinon il y a quand même vraiment un continuum. Plus ou moins, bien sûr, rien n'est jamais déterminé et on ne peut pas... dresser des profils de personnes qui vont bien évoluer par la suite ou qui vont développer des problèmes. Mais tout le bagage acquis pendant l'enfance va avoir des répercussions. C'est pour ça que... Donc c'est quelque chose plutôt que vous constatez, vous, à la fin, en tant que psychologue clinicienne ou psychanalyste, à travers le travail que vous accomplissez avec les patients, et en remontant le fil, on se rend compte parfois que certaines attitudes, peur de l'abandon, etc., peuvent renvoyer à des formes de maltraitance ou à des fonctions de maltraitance, d'une attention insuffisante quand ils étaient petits, c'est ça? Oui, en remontant le fil et puis en incitant aussi le patient à associer sur ses souvenirs, et ça ne va pas forcément venir instantanément, et parce que justement ce sont souvent des souvenirs qui sont enfouis dans l'inconscient et il faut un petit peu de temps pour pouvoir y accéder, pour favoriser des conditions d'accès. Et donc ça, c'est tout l'intérêt, j'imagine, de la démarche psychanalytique, avec les associations, avec tout ce que Freud a raconté. Exactement. Et les rêves aussi, qu'il ne faut pas prendre au premier degré, mais qui sont surtout des déclencheurs, c'est ça, pour essayer d'interroger sa mémoire? Oui, exactement. C'est une porte d'entrée, une voie royale d'accès à l'inconscient, parmi d'autres. Et qui permet de retisser tous ces liens. Alors on a fait pulsion, on a fait attachement. Je voudrais qu'on en vienne à Oedipe et son conflit. Tout petit rappel de la mythologie. Oui, donc Oedipe, ce qu'on oublie souvent, était un enfant abandonné, un enfant qui a subi de graves carences d'attachement et donc qui n'avait pas vraiment les moyens de reconnaître chacun de ses parents. Et donc, quand il a été livré à lui-même et qu'il a croisé un homme sur sa route qui lui barrait le chemin, il n'a pas pu non plus le reconnaître en tant que père. Et c'est souvent ce qu'on perd de vue finalement en pensant au mythe. Et donc, il l'a tué, mais aussi parce qu'il n'avait pas les apports nécessaires pour pouvoir le reconnaître en tant que père. Il n'avait pas non plus été regardé en tant que fils par cet homme qui l'a croisé et qui ne l'a pas très bien traité sur le moment. Et puis, quand il est arrivé face à la reine, il ignorait complètement que c'était sa mère. Et donc, l'inceste, il ne l'a pas voulu délibérément, mais il l'a subi en quelque sorte. Ça, c'est pour le détour du côté de la mythologie. Quand on parle de complexe d'Oedipe ou de résolution de complexe d'Oedipe, déjà chez le garçon et chez la fille, c'est pas tout à fait la même chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En quoi c'est important? Qu'est-ce que ça fait comme dégâts, un Oedipe mal résolu? Mais donc, c'est de pouvoir élaborer les conflits que chacun traverse, parce que c'est vrai que même s'il y a des variations culturelles, il y a quand même cette problématique fondamentale et invariable qui est la gestion des conflits oedipiens et aussi la question de la problématique de perte. Donc, comment gérer la perte et comment gérer les liens aux figures parentales, la différence des sexes, donc comment est-ce qu'on la reconnaît et qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on peut s'inscrire dans un maillon transgénérationnel et comme potentiellement transmetteur à son tour après. Et donc, c'est ce qui va permettre effectivement de grandir. D'apprendre à se séparer. D'apprendre à se séparer, à trouver la juste distance. Se séparer, ça ne veut pas dire rompre tout lien. On n'est pas obligé de tuer le père au sens propre du terme. Exactement. Ni de faire l'amour avec la mère, c'est pas obligatoire. C'est ça, c'est un meurtre. Mais on va apprendre à grandir, c'est du meurtre symbolique. Voilà. La dernière notion, ensuite on va faire une petite pause pour l'anti-sèche, mais celle que vous abordez dans le chapitre qui est consacré au début de l'enfance, concerne, et vous venez de l'évoquer, la transmission intergénérationnelle. Et ça, c'est un sujet qu'on a déjà abordé aussi ici. En fait, on hérite tous d'un certain nombre de processus psychiques, par exemple.
Alors, ça peut être plein de choses, donc des forces, aussi des carences, aussi des angoisses. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Et qui nous sont transmis par nos parents, parce que les bébés ou les petits-enfants sont des éponges, c'est ça? C'est ça, les enfants sont des éponges et les parents sont à leur tour des transmetteurs. Et donc parfois ça peut dépasser, parfois il faut plusieurs générations. C'est comme justement des enfants qui ont des ancêtres qui ont été tués dans la Shoah. Ils peuvent développer des symptômes, souvent à l'adolescence, sans se rendre compte de ce que ça vient de là. Voilà, que ça vient de là. Parce que ça peut être un non-dit des parents ou de la famille. Il y a eu, il peut y avoir assez documenté ça d'ailleurs. Plusieurs générations pour accéder à une représentation, parce qu'il y a eu aussi la génération du silence qui était incapable de parler de ce vécu, et donc il faut. Et c'est vrai aussi, je crois, dans le cas de certaines violences sexuelles. Quand c'est inceste, etc., qu'il y a un tel silence, un tel tabou, on ne dit pas trop, et ça peut ronger et ça peut ressortir plusieurs générations après. Oui, c'est vraiment les tabous, les non-dits qui peuvent ressortir. Comme par exemple une adolescente qui a fait une tentative de suicide et puis qui a parlé d'un accident de son grand-père et qui a dit « mais je sais que c'est pas un accident ». Et quand on en a parlé avec ses parents m'ont dit « mais comment peut-elle dire une chose pareille? On ne lui en a jamais parlé ». Et en fait, elle cherchait, elle enquêtait. Et sa façon d'enquêter, quand les choses n'étaient pas dites, c'était d'agir. Et de quelle façon? Nathalie Dequernier, psychologue clinicienne, psychanalyste, maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre, qu'on va retrouver juste après l'Anti-Sèche. On révise la physique-chimie, pas la chimie du cerveau aujourd'hui, la chimie tout court, et on le fait avec PhysiqueX, l'Anti-Sèche. Les nuages sont-ils gazeux ou liquides? C'est notre question du jour dans l'Anti-Sèche. Romain Rennes, bonjour. Bonjour. Professeur de physique-chimie au collège depuis 16 ans. Depuis 2021, vulgarisateur scientifique sur le compte PhysiqueX qui a plein d'abonnés, 200 000 sur TikTok, Insta, YouTube, Facebook. Et puis depuis le début de la semaine, chroniqueur de l'Anti-Sèche, puisque vous nous accompagnez. Vous publiez chez Hachette Physique-Chimie, le programme du collège au lycée par le prof de physique-chimie qui ne se prend pas trop au sérieux. Alors, est-ce que nos nuages sont gazeux ou liquides? Ils sont gazeux, évidemment. Évidemment. Mais non, c'est ce que tout le monde pense. C'est ce que tout le monde pense parce qu'on se dit voilà, c'est léger, c'est dans l'air, etc. Et pas du tout. Mais ça, c'est aussi une idée reçue qu'ont mes élèves souvent. Ils pensent que le nuage c'est gazeux. Sauf que l'état gazeux pour la matière, en tout cas pour l'eau, c'est invisible. On ne voit pas l'état gazeux. Donc finalement, les nuages on les voit. Les nuages on les voit effectivement. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est des micro-gouttelettes. On voit des micro. Alors c'est extrêmement complexe un nuage, mais principalement ce sont des micro-gouttelettes d'eau qui sont tellement légères qu'elles sont en suspension dans l'air. Et il y a aussi un mélange de poussière, de petits morceaux de glace. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, un nuage. Et surtout, ça peut être assez impressionnant, parce qu'en fait, on peut avoir des centaines de tonnes d'eau au-dessus de la tête, de milliers de tonnes, pardon, même. Ça pèse la masse, c'est très importante. Pardon. C'est pas. Il me fait des gros yeux. Non, PhysiqueX me fait des gros yeux. Je me suis repris. Il a dit masse, c'est bon. Ça renvoie aux états de la matière. Gazeux, liquide sont deux des trois états. Le troisième, c'est le solide. Exactement. Alors là, tout ça renvoie aux particules en fait. En fait, c'est une question de rangement. C'est une question de rangement des particules. C'est une question de rangement, effectivement. À l'état solide, en fait, vos particules, elles sont collées entre elles et liées, en fait, et donc en fait, elles sont structurées en général. C'est ce qui fait, elles ont forme des cristaux, par exemple, pour la glace. Ça fait la glace, par exemple. Voilà, ça fait de la glace, voilà. Et elles sont organisées d'une certaine manière avec des formes géométriques. Et en fait, quand on va chauffer, vos molécules vont s'agiter. Et à un moment, elles vont s'agiter tellement qu'elles vont se séparer, en tout cas, se casser le lien qu'elles ont tissé entre elles. On arrive à l'état liquide et à ce moment-là, l'état liquide. Et si je continue à chauffer, ça bout. Et je les vois remuer d'ailleurs dans ma bouilloire. Alors ce qu'on voit, on voit les bulles de gaz. En fait, effectivement, dans la bouilloire, ce qu'on voit, quand on veut voir la vapeur d'eau, c'est les bulles qui remontent effectivement. Par contre, c'est pas la fumée qui s'en échappe. Non. Alors c'est-à-dire que la fumée qui s'en échappe, c'est la vapeur d'eau qui s'en va et des petites gouttes de liquide qui partent avec, effectivement. Tous ces changements d'état, et ça, c'est pour ça qu'on les apprend dès l'école primaire d'ailleurs autour du cycle de l'eau, ils sont réversibles et physiques et ils dépendent à la fois de la température et de la pression. C'est comme ça qu'on explique tout, fusion, solidification. C'est ça, et puis surtout ce qu'on appelle le cycle de l'eau, que l'eau s'évapore par de la mer, va dans les nuages par évaporation, elle se refroidit une liquéfaction, après elle est poussée par les vents, etc. Il y a tout un cycle comme ça, le fameux cycle de l'eau qu'on apprend de la primaire et qu'on continue au collège. Ouais.
Et alors, ce qui est passionnant, c'est qu'un changement d'état n'altère ni la nature ni la masse d'une substance. Exactement, c'est dans un système, en tout cas dans un système isolé. On fasse gaffe à dire masse. Voilà, alors, attention, masse et poids, c'est pas pareil, effectivement. Ça, c'est de quoi fâcher un prof de physique-chimie. Oui, j'ai vu, vous avez fait les yeux, genre, mais ça fait une semaine que je m'embête à lui donner des cours de physique, il comprend rien. C'est ça. Et non, effectivement, dans un système isolé, comment dire, comme ce que disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et en fait, la masse est conservée. C'était d'ailleurs les principaux travaux de Lavoisier, c'est en étudiant justement la masse lors des réactions chimiques et des changements d'état, mais principalement lors des réactions chimiques, qu'il a sorti cette fameuse phrase « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Et ben voilà, on peut la retenir et ça nous permet de tout savoir et tout comprendre aux états de la matière. Il n'y a pas à confondre le poids et la masse. Non, enfin, franchement, David Henkoff, ça va pas du tout. Romain Rennes, arrêtez de soupirer, ça me déprime. Merci beaucoup. Vu sur TikTok, c'est précisé sur la couverture du livre que vous sortez chez Hachette, qui couvre tous les programmes du collège et du lycée. Merci mille fois de nous avoir accompagnés pendant toute cette semaine sur School TV et d'avoir fortifié, créer notre culture générale en physique, chimie. Grand oral, la suite. Psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, c'est la deuxième édition de cet ouvrage de Nathalie Dequernier chez Duno. 33 grandes notions. Je vous le disais en intro, c'est plutôt un livre pour des étudiantes ou des étudiants. Néanmoins, je ne suis ni étudiante ni spécialiste du sujet. On comprend absolument tout. Donc vous avez aussi, en tant que parent notamment, en tant que professionnel de l'enfance, le droit de le lire parce qu'il éclaire beaucoup de choses. Alors on a parlé surtout de la petite enfance jusqu'à présent. Parlons un petit peu de... Alors on va sauter directement, si vous voulez bien... Non, à la période de latence. On le fait dans l'ordre. Allez, période de latence, c'est le moment où les enfants, vous l'avez dit, entrent à l'école, rencontrent d'autres adultes de référence. Et Freud lui-même s'était déjà intéressé à cette période et aux enseignantes et aux enseignants, puisqu'il dit que le lien qui existe avec eux est essentiel à la sublimation. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la sublimation? Alors, c'est justement pouvoir faire quelque chose de ces pulsions, on va dire, de valorisant sur le plan culturel. Et de pouvoir encore mieux parachever cette élaboration des conflits dont nous parlions tout à l'heure, grâce à ces processus de sublimation où on va pouvoir transformer tout ce qui est de l'ordre du ressenti, des désirs, pour le mettre en commun et en faire quelque chose, on va dire, de partageable socialement et culturellement. Ça peut être une œuvre artistique, ça peut être une construction, ça peut être un métier aussi. C'est tout ce qui aide à se construire, en fait, voilà. Tout ce qui aide à aller de l'avant. Quand on dit souvent que les enfants dans les petites classes travaillent pour faire plaisir au maître ou à la maîtresse, en fait, on ne se trompe pas. Ils sont un peu la prolongation des parents et psychiquement, ça a vraiment cette valeur-là. C'est comme ça que l'enfant fait la transition. Oui, il va déplacer en quelque sorte sur les enseignants certains ressentis vis-à-vis des figures parentales et c'est ce qui va l'aider. C'est ce qui va participer justement à la résolution de ces conflits oedipiens dont nous parlions tout à l'heure, parce qu'il ne va plus être seul dans un rapport triangulaire ou duel à l'un ou aux deux parents, mais il va être pris dans un tissu social. Il va sortir du giron familial et il va pouvoir, avec les enseignants, avec les camarades... Alors justement, les camarades, vous racontez aussi que c'est très important ce qui se joue à travers la découverte du groupe. Oui, la découverte du groupe qui va permettre, là aussi, de déplacer certains conflits sur le groupe, de faire l'apprentissage des limites aussi, de la vie à l'extérieur, et puis de se voir aussi... de se voir intégré dans un univers où on va pouvoir apporter quelque chose à un groupe et recevoir quelque chose du groupe. Donc on rentre dans la société déjà, au fond. On rentre dans la société. C'est aussi l'époque à laquelle apparaît l'humour. Vous consacrez quelques pages à l'humour, ça m'a intrigué. C'est une ressource, ouais. Et ça fait partie aussi, on va dire, des procédés sublimatoires. L'humour permet de traiter, on va dire, le côté tragique de tous les conflits qui nous traversent et d'en faire, là aussi, quelque chose de plus léger, de partageable et de dédramatiser certains aspects de l'existence qui peuvent sinon paraître un peu lourds.
Et on commence à faire ça quand on entre à l'école. On arrive à la troisième partie du livre, au troisième temps de notre psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, l'adolescence. D'abord, un mot sur le corps, parce que vous commencez par là, vous dites c'est vraiment le théâtre du vécu de l'adolescence. Or, c'est un corps qui peut produire du malaise, de la honte, du refus. C'est très compliqué. Oui. Oui, le corps, c'est vraiment ce qui va aussi propulser tout un chacun vers l'adolescence. C'est les sensations corporelles qui sont inédites, un corps qui se transforme à notre insu, que l'on n'a pas choisi, et qui est très souvent cible de haine dans un premier temps, même quand l'adolescent, on va dire, est considéré comme beau et se développe entre guillemets normalement, il peut lui-même avoir une image de lui déstabilisante, négative même. Et comment ça s'explique ça? Parce que c'est toujours inattendu. C'est ça. C'est rarement comme on l'imagine. Et il y a toujours aussi un décalage temporel finalement. Alors il peut y avoir un vrai décalage temporel quand la puberté arrive très tôt ou très tard, mais dans tous les cas... On n'est jamais exactement au même stade que les autres, on se compare. Oui, et voilà. alors encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Vous évoquez dans le livre les troubles des conduites alimentaires, mais aussi les piercings, les automutilations. On dit que toutes ces attitudes sont de plus en plus fréquentes. C'est quelque chose que vous constatez vous aussi? Oui, oui. Et on a des pistes, des explications pourquoi? Déjà, vous parliez des réseaux sociaux. Ouais. Je pense que ça participe. On est vraiment dans une ère de la tyrannie de l'image qui va accentuer les tendances aux comparaisons entre les uns et les autres. Et donc, les filles se sentent obligées de correspondre à des canons en termes de minceur, de standards finalement tels qu'elles l'imaginent. Et les adolescents sont très souvent pris dans des idéaux qui sont très, très enfermants. Et donc, il peut y avoir un écart très important entre la façon dont ils se perçoivent et ces idéaux et la façon dont ils pensent qu'ils sont regardés par les autres. Et puis parfois, ça peut être accentué par des injonctions dans leur entourage, volontaires ou involontaires. Parfois, les gens, même les adultes, ne se rendent pas compte de l'impact que peuvent avoir certaines paroles. On dit souvent des ados qui ne sont pas très heureux. Vous écrivez carrément que la dépression est inévitable dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, même si on Oui. surligne 3 fois le « dans une certaine mesure ». Que l'adolescent va de toute façon être confronté à la nouveauté de qu'est-ce que c'est que grandir, d'être face à une temporalité qui prend une autre dimension, qui va aussi donner une autre réalité à la mort. La mort qui pouvait paraître quelque chose de très abstrait, de très lointain, ou bien de ludique même, va devenir aussi réelle. On dit ludique, c'est quoi? C'est les jeux Pampan t'es mort dans la cour de récré, Voilà. ou c'est pas grave, on se relève Exactement. après, et la fois d'après, on dort et puis on se réveille. Oui, voilà. Et non, là, Et l'adolescence, c'est le moment de cristallisation, on comprend toutes ces choses, on prend conscience. On prend conscience de ce que c'est que la succession des générations. Souvent aussi dans la réalité, il peut y avoir un grand-parent qui meurt, voilà, des deuils à traverser. Et il y a des choix à faire, le choix de qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je veux devenir, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, à qu'est-ce que je veux ressembler, et se rendre compte qu'on ne peut pas tout faire et tout être en même temps. Avec aujourd'hui toute la question du genre aussi, qui est une autre question dont on parle régulièrement. Pareil, pourquoi à votre avis ça monte à ce point-là? Parce que ça monte. Oui, c'est vrai que c'est une question très délicate, qui est très complexe et qui risque aussi d'amener certains adolescents à différer ou voire à éluder la question de qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que je choisis d'être, alors que c'est une question incontournable malgré tout. Il va bien falloir y répondre un jour. J'aurai 1000 questions à vous poser, on ne va pas avoir le temps. Je voudrais qu'on passe alors directement à cette question. À 1000 €, ça se termine quand l'adolescence? Et là, je ne suis pas sympa parce qu'il n'y a pas de réponse évidente. Oui, François Ladame a écrit un livre sur les adolescents de 15 à 25 ans. Ce que je trouve optimiste, mais pas bon. Mais là encore... Chez le garçon, ça peut au moins aller jusqu'à 35, facile. Exactement. Bon, voilà, c'est vrai que l'entrée dans l'âge adulte, si on peut le dire comme ça, même s'il n'y a pas une étape à proprement parler, et même si tout adulte est amené à revivre des aspects de son adolescence un peu à tout moment, c'est quand même la capacité à faire des choix. C'est ça. Que ce soit... Et Freud disait la capacité d'aimer et de travailler.
Ce qui est déjà pas mal. Vous dites aussi supporter la frustration sans perturbation profonde ou prolonger du fonctionnement psychique, mais également avoir résolu ces conflits infantiles et adolescents plutôt que de les gérer par l'évitement. Je trouve que sur ce dernier point, je me suis dit, c'est sûr, on en est toujours un peu ado quand même dans notre tête, pour certaines personnes. Et puis, on est toujours amené à retraverser des aspects voilà. de son adolescence, parce qu'on est toujours face à un corps qui est amené aussi, là encore, à changer, à évoluer. Et donc, on n'a jamais fini. On n'a jamais fini d'être face à des rééditions successives de cette situation. C'est super. Et ben donc on peut relire, y compris pour soi, les 33 grandes notions. Psychopathologie de l'enfant et de l'adolescence, et chez Duno. C'est la 2e édition. Nathalie Decarnier, merci beaucoup. Vous êtes, je le rappelle, psychologue clinicienne, psychanalyste et psychothérapeute, maîtresse de conférences à l'Université Paris-Nanterre. Vous restez avec nous. Nous, on pousse tous les... C'est un truc de sublimation très très bien aussi, la lecture, les livres pour les enfants. Et on pousse toutes les semaines les portes de la librairie de Célie Luton. Célie Luton, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes notre libraire, vous êtes libraire dans la vraie vie, je le rappelle, la librairie des enfants, Paris 17e arrondissement, et la chronique La librairie dans la quotidienne sur School TV. 3 coups de cœur, vous avez insisté là-dessus cette semaine. Pour les enfants de tous âges, on commence pour les tout petits avec Nuages de Diana Nagui, c'est aux éditions Mémo. Oui. Très Alors là, exigeante petite maison. Jeunesse, c'est ce qu'on appelle vraiment des livres, des titres de fond on trouve peu ou plus en librairie actuellement, mais dans les bibliothèques, ils sont sur les étagères. Donc là, nous partons avec un petit nuage, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais toutes les nuits, les nuages descendent au bord du lac pour profiter de la fraîcheur avant le lever du soleil. Et oui, puisqu'on a tout appris sur les nuages dans l'Anti-Sèche il y a quelques minutes. Donc franchement, on est super bon sur les nuages. Quand même dans cette émission. Le cycle de l'eau et tout, grande cohérence. Mais attention, notre petit nuage est tellement enthousiaste, il est tellement content qu'il oublie de remonter avec les grands. Le soleil va se lever. Heureusement, tous les animaux de la forêt vont venir l'aider. Et un petit coup de souffle, et le voilà reparti dans le ciel. Excellent. C'est adorable. Un mot sur les illustrations, j'essaie de montrer Alors c'est quelques très pages graphique, prises au hasard. tout en superposition et très coloré. Et c'est signé de la hongroise Diana Nagui. Oui. De Sylvain Victor, Michel, le mouton qui n'avait pas de chance, mouton qui ressemble d'ailleurs un tout petit peu à un nuage. Oui, pauvre Michel, la vie n'est pas facile. Alors, cet album, je le conseille pour les plus grands. Là, on ne l'a pas dit précédemment. Alors là, ça c'est passionnant comme d'habitude, parce que je vais quand même montrer un. Quand on le regarde, quand on l'ouvre, quand on est parent, il y a à peine quelques phrases au-dessus de mes doigts. Très peu. Sinon des dessins. Et pourquoi pour les plus grands? Alors, parce que le texte et l'image s'opposent totalement. D'accord. Michel n'arrête pas de dire « Je n'ai pas de chance. Oh, regardez des framboises, je les voulais. » Oui, mais tu ne peux pas y accéder car il y a une barrière. Il n'est pas content, il n'a vraiment pas de chance. Mais le framboisier s'effondre de la falaise. Est-ce que Michel a été sauvé? Oui. Est-ce qu'il s'en rend compte? Non. Et à chaque fois, ça va être une structure répétitive qui est drôlissime et je pense qu'on peut vraiment l'apprécier à partir de la fin de primaire ou fin de maternelle, début primaire. Parce qu'il faut vraiment déjà être capable de faire toute la mécanique mentale. Oui. Mais c'est drôle. Vous validez ce genre d'attention à porter avec les livres pour enfants? Bien sûr, bien sûr. Il ne faut pas donner à tous les âges. Alors, celui-là, il ne faut surtout pas le donner à tous les âges. Ah non. Robert Cormier, ce n'est pas pour la période de latence, ni pour la petite enfance. Non. C'est pour l'adolescence. On est tout à fait d'accord. Au moins, c'est dit. Nous sommes dans une... Ça s'appelle À la brocante du cœur, hein, je ne l'ai pas dit. Oui, et c'est un gros coup de cœur, mais on ne parle pas de cœur, là. Hein, non. L'histoire se passe dans une petite banlieue pavillonnaire du Vermont. Une découverte macabre commence, débute Ouvre le livre. Récit. Une toute petite fille a été retrouvée assassinée. Toute la ville est en émoi. Il faut un suspect, une arrestation, un coupable. Celui-ci est tout trouvé. Il s'appelle Jason. Il a 12 ans. Il est isolé, timide, harcelé, probablement à cause de tout cela perturbé. Est-ce qu'il est coupable ? En tout cas, il est suspect. Il est interrogé par le meilleur. Vous n'allez pas nous dire s'il est coupable. Non, je vous le dirai pas. Il est confronté à Trent. Trent, le meilleur interrogateur du comté. Attention, il est brillant, il est fin, il est malin et il est sans scrupules quand il s'agit d'obtenir des aveux. Quelle est la frontière? À quel prix? Je dis rien. Et avec en plus une chute absolument extraordinaire, mais ça évidemment on ne va pas divulgacher. Non, je ne dirais pas la dernière phrase du roman qui m'a tant perturbée. C'est à l'école des loisirs, en tout cas, collection Médium plus poche, et c'est un livre coup de cœur. Robert Cormier à la brocante du cœur, super ouvrage, et puis c'est traduit de l'anglais, hein, parce que Robert Cormier, on peut se dire que ça sonne bien français, mais c'est erreur d'ailleurs. Oui, en fait c'est Robert Cormier, traduit par Hélène Misserly. Michel,
le mouton qui ressemble à un nuage. Vous avez vu comme c'est concept cette émission. Et le nuage qui ressemble à un mouton. Et voilà. Et bouclé. La boucle est bouclée. Merci beaucoup, chère Célie. Et je rappelle également le titre de l'ouvrage de Nathalie Dequerny, l'invité du Grand Oral aujourd'hui, Psychopathologie de l'enfant et de l'adolescence, et chez Dunos. C'est la 2e édition et il y a 33 grandes notions. Merci à toutes les deux de nous avoir accompagnés dans cette émission. Merci aussi à toute l'équipe d'Ilan Colère et Marine Plantec. Marine qui est en régie aujourd'hui avec Laure Audemont. Avec Laure Audemont, pas du tout. Laure Audemont, elle nous a maquillés. Elle n'est pas en régie, mais en régie, il y a au son Thibaut Goury-Lafont et Romain Luc à la réalisation. Vous restez sur School TV où nous... J'ai la tête dans les nuages. Il y a trop de nuages aujourd'hui. Vous restez sur School TV. Vous retrouvez la quotidienne en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.